bienvenue donc, pour cet afterwork qui se nomme Amour, sexualité et tabou. On a voulu l'appeler Amour, gloire et beauté, mais bien évidemment pour des questions de droit, nous n'avons pas choisi ce nom. Non, évidemment, c'est une vanne. Histoire de bien se mettre à l'aise, justement, pour commencer. Nous allons parler donc évidemment d'amour et de sexualité, puis surtout avec ces fameuses questions clichés qui piqueront un petit peu l'oreille, mais volontairement. Là, le but, ce sera plus de les déconstruire, d'en discuter ensemble. Donc, Marie, je l'ai dit, donc tu es sexothérapeute. Avant de parler de ton métier, non, pardon, on va parler de ça d'abord, et ensuite on se demandera la différence entre sexothérapeute et sexologue, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de confusion et beaucoup de gens se posent la question. Donc, je te laisse te présenter. En fait, j'ai travaillé pendant très longtemps en foyer d'hébergement avec des adultes en situation de handicap. Et le constat a été que y avait beaucoup de tabous sur la sexualité. C'était quelque chose qui n'existait pas. Je dis volontairement ça parce que c'était caché. Il y avait beaucoup de déni par rapport à ce type de situation, alors que ce n'était pas le cas. Ces personnes avaient aussi une sexualité, aussi des liens affectifs, des relations. La différence étant qu'il n'y avait pas d'information, pas de prévention, aucune visibilité sur leur sexualité. Et j'ai entamé une formation en sexologie vraiment pour essayer d'apporter une réponse, ou en tout cas un accompagnement pour les personnes en situation de handicap et aussi pour les personnes âgées. Dans ces institutions-là, en fait, ça n'en parle pas. On parlait de tabou, c'est presque systémique, en fait. On veut mettre ça sous le tapis, quoi. Oui, parce qu'il y a une espèce d'omerta qui fait que si on en parle, ça va leur donner envie. J'ai souvent entendu ça comme réponse à un accompagnement qui serait soit d'accompagner les équipes un petit peu à déconstruire les représentations sur la sexualité des résidents, soit des groupes de parole avec les résidents eux-mêmes. Et ça s'ouvre un petit peu, mais ça fait des années qu'on essaie un petit peu d'accompagner ces types d'établissements. Mais c'est très compliqué. Alors, du coup, je me suis installée en tant que sexothérapeute et thérapeute de couple. J'ai eu tout de suite beaucoup plus de demandes en thérapie de couple qu'en sexothérapie. Et en effet, c'est tout à fait là la difficulté, c'est que c'est pas facile de faire cette démarche. J'ai souvent des gens qui prennent rendez-vous, qui ne viennent pas, qui rappellent 6 mois plus tard. Voilà, c'est déjà une démarche qui est difficile. Ok, alors, sexologue, sexothérapeute, déjà, c'est quoi la différence ? Non, le sexologue a une formation médicale. Donc, on peut comparer ça à psychologue et psychiatre, en fait ? Un peu, oui. Ouais, tout à fait. Pas sur les mêmes choses, mais en effet, c'est un peu ça. C'est que le sexologue a une formation médicale et il va traiter des maladies sexuelles, des troubles sexuels, mais physiologiques. Alors que le sexothérapeute va, lui, essayer de traiter de manière plus psychologique, en tout cas, les troubles de la sexualité. Alors, la sexothérapie, c'est souvent une thérapie individuelle qui traite des troubles liés à la sexualité. Alors, il y a des couples qui viennent en consultation de sexothérapie, mais en principe, c'est plutôt individuel. Et la thérapie de couple peut traiter de la sexualité, mais souvent, les défaillances ou les problèmes de sexualité sont souvent une conséquence d'un problème du couple. Donc là, on va aller travailler plutôt sur de la communication, sur la relation du couple. On va un peu reposer les bases, parce que c'est vrai que ça fait finalement seulement quelques années en fait, où la parole se libère un peu plus, notamment grâce aux réseaux sociaux qui permettent une plus grosse diffusion et surtout de ne pas passer par des canaux plus traditionnels où c'était un gros tabou, la sexualité. Par exemple, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, ça peut être parfois interconnecté, des fois pas du tout. Tout à fait. Ça, oui, c'est vrai. Voilà, est-ce qu'on peut faire déjà un petit topo sur ça ? Grand défi, grande question. Allez, à ton tour. On essaie d'y arriver, en tout cas. Et on en parlait tout à l'heure, et je trouvais ça intéressant, justement, de parler un peu, en termes de génération, de la construction de la sexualité, en général, et de l'éducation autour de la sexualité. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Et en effet, c'est une construction qui est très hétéronormée, où la norme et l'hétérosexualité, donc un homme, une femme, et qu'il n'y a pas tellement autre chose. Ça veut dire que tout le reste est considéré comme hors norme. Il n'y a pas de normes. Il y a des lois, il y a des repères, il y a des références, mais il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que, et encore
moins en termes de sexualité et d'orientation et d'envie. Toute cette construction-là, elle est très difficile à déconstruire parce qu'elle est ancrée depuis tellement longtemps. Et comment ça se fait, voilà, justement, qu'enfin ça se libère un peu plus? Alors, on a parlé un petit peu de la génération, des générations ultérieures à la nôtre, qui sommes dans les 80-90, années 80-90. On a parlé des réseaux sociaux, qui est un vecteur, un diffuseur, mais il y a quand même du militantisme, en tout cas des engagements qui ont été pris. Comment toi, tu as vu ça, en fait, de ton point de vue? Dans ma longue expérience de vie, parce que je suis très âgée, non, en effet, les gens ont envie d'être vus et d'être compris, et je pense que c'est tout à fait légitime. Il y a aussi la suite à plein de manifestations ou de changements de regard par rapport à la femme, par rapport à la sexualité, plein de déconstructions qui se font petit à petit et qui permettent cette ouverture-là. Et alors, l'orientation sexuelle, de manière générale, je dirais pas que c'est quelque chose qui est encore acquis par tout le monde, mais en tout cas, voilà, ça fait maintenant des années, voilà, qu'on commence à un peu comprendre ça au niveau du grand public. Mais il y a l'identité de genre où ça reste encore assez nébuleux pour certaines personnes. C'est quoi l'identité de genre, le genre, c'est une construction sociale, donc c'est l'identité féminine ou masculine, donc c'est ce qu'on disait, c'est plutôt quelque chose de binaire. C'est là où tous les termes qui arrivent après vont avoir une vraie résonance. Voilà. Comment toi tu ressens ça, cette évolution? Est-ce que tu trouves que ça va assez vite, pas assez vite? C'est vraiment une question de psychologie de comptoir, pure et dure. Ça reste vraiment compliqué pour une majorité de personnes d'accéder à cette ouverture et de la légitimer. Je reviens sur le côté donc thérapie de couple pour savoir un petit peu comment ça se passe, quel est le quotidien de ça, est-ce que tout se ressemble et tout. Déjà, est-ce qu'il y a une base commune en fait quand tu commences C'est que tu veux un rendez-vous, ça? Alors là, il y a un peu de monde, donc je suis un peu gêné. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait de manière plutôt close, mais on en discutera en off juste après avec grand plaisir. Non, pour commencer, voilà, c'était de savoir qu'est-ce que tu dis en fait aux couples qui arrivent au tout début en fait, parce que bon, on va le comprendre après. J'imagine que chaque consultation est différente selon les personnes, mais est-ce qu'il y a une phrase d'accroche, un premier truc, un premier diagnostic? Non, il n'y a pas de phrase d'accroche. L'idée d'une première rencontre déjà avec un couple, c'est plutôt de les rassurer et qui cherchent, et souvent c'est le dernier recours un petit peu, et qui cherchent vraiment une solution un peu toute prête pour arranger les choses. C'est pas l'idée de trouver absolument quelque chose qui va réunir le couple, quelque chose qui va redonner au couple une nouvelle vie. C'est parfois aussi d'accompagner dans cette séparation. C'est quoi la sexualité positive? C'est l'idée vraiment de bien-être et d'épanouissement. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans cette bienveillance et ce non-jugement, mais qu'il soit pour soi ou pour les autres. Chaque thérapie, c'est ça, c'est de comprendre qui on est pour être plus épanoui. C'est pas donner des solutions, mais c'est donner des outils. Et les outils, comme dans tout, ça marche pas pour tout le monde. Enfin, le même outil ne va pas avoir la même fonction, pas la même efficacité pour chacun. Et c'est aussi là où c'est intéressant, parce que c'est toujours l'individu qui prime et dans ce qu'il est. Je te propose qu'on passe à la partie débunkage, avec des grosses questions clichés. Là, je comprends pas ce mot. Donc... Débunkage, c'est un peu comme déconstruire. C'est en gros poser volontairement une question très cliché pour pouvoir la déconstruire définitivement. Alors, comment rendre le consentement, dans le sens demandé à l'oral, dans le cadre d'une relation sexuelle, sexy? Dans la sexualité, ce qui est important, c'est très important de communiquer. Mais dans la sexualité, comme dans plein d'autres choses, dans le couple, dans les relations, donner aussi ses propres envies et en disant est-ce que ça te tente, est-ce que ça te dit, mais voilà, dans la communication vraiment du moment, plutôt que le cocher une case d'accord, pas d'accord. Et c'est important d'en parler peut-être avant, c'est important peut-être d'en parler pendant, et c'est peut-être d'en faire quelque chose aussi de presque, tout est possible en fait, d'en faire quelque chose de ludique. Mais de pouvoir dire aussi comment ça s'est passé, toujours communiquer sur ce qui est plaisant, ce qui l'est moins, ce qui n'empêche pas que c'était consenti,
mais pour améliorer et épanouir toujours plus une relation. Alors, un rapport sexuel réussi est forcément égal à un orgasme mutuel. Est-ce vrai ou faux ? Quand on parle de sexualité positive, toute relation sexuelle est réussie. C'est-à-dire qu'il y a eu un partage, il y a eu de l'intimité, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et l'éjaculation ou l'orgasme mais ne valide pas forcément quelque chose de l'ordre de la réussite. C'est vraiment d'être ouvert à ça. C'est OK, tout le monde n'est pas compatible pour avoir une sexualité épanouie ou quelque chose de complètement incroyable. Bah, c'est OK en fait, mais c'est pas grave. Ouais. Quid du point G ? On nous en parle ça aussi depuis des années. On l'a découvert, on l'a pas découvert. Il est que chez les femmes, il est chez les hommes. C'est un mythe, c'est le Loch Ness, on sait pas. C'est pas un mythe, ça c'est OK. De manière physiologique, il y a bien une zone qui est plus sensible, qui peut être érogène, qui est plus sensible en tout cas, avec un système nerveux qui est plus développé et qui existe donc chez la femme et chez l'homme, qui s'appelle pas le point G mais le point P, et est un point donc, qui concerne la prostate et qui reste extrêmement, on n'en parle pas depuis très très longtemps, ouvertement, c'est vraiment tabou, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du tabou dans cette société très hétéronormée. Oui, et puis il y a le côté pénétration, voilà, on en reparlait Exactement. tout à l'heure. Là, c'est le méga tabou. Alors, la pénétration anale chez un homme hétéro est forcément associé. Était très très mal vécu et extrêmement tabou. Mais on en parle de plus en plus parce que les personnes qui ont, les personnes qui ont testé, maintenant ça fait un peu de bouche à oreille là aussi. Voilà, une petite promo. Enfin, bouche à oreille. Façon de parler. Je sens que là, on va partir sur une vanne par question. Oui, mais c'est tellement facile. Ouais. Après, l'idée, c'est quand même que ce soit consenti, évidemment. C'est d'en avoir envie, ça se prépare. Et ça crée en effet un orgasme différent, qui est plus interne et qui apparemment est décuplé. On m'a dit qu'il dure plus longtemps. Ouais, qui est décuplé aussi. Voilà, qui est vraiment autre chose. Vraiment un autre type d'orgasme. Est-ce que le porno est plus regardé par les hommes que les femmes ? Autre question très cliché aussi. Je crois qu'on ne sait pas trop, en fait. Je crois qu'il y a encore un tabou existant sur les femmes qui regardent le porno, qui ne le disent pas forcément, même si on en parle de plus en plus. Il y a quelque chose de l'ordre de chez les hommes, un peu de la performance aussi. On en parlait un petit peu tout à l'heure. De la performance, voilà, de faire absolument jouir la partenaire ou le partenaire de manière... mécanique, t'as dit le terme. Ouais, c'est ça. Mélissa, si tu peux apporter le micro au monsieur. C'était pour revenir un petit peu sur le sujet de la pornographie que vous avez abordé tout à l'heure. Vous avez expliqué qu'en soi, le problème, entre guillemets, c'était pas la pornographie en elle-même, mais plus la consommation ou la manière dont on va retranscrire cette pornographie au sein du couple ultérieurement. Mais comment alors est-ce qu'on pourrait expliquer que, par exemple, une personne qui va dans un cinéma pour voir un film plus traditionnel, on va dire, est consciente que c'est une fiction, que c'est des acteurs, et que si, par exemple, elle voit un humain qui parle à un chat, eh bien, elle va pas sortir du cinéma et aller parler à un chat, alors que la pornographie, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une part de réalité, et on n'arrive pas à faire la différence entre la fiction, parce que ce sont des acteurs pornographiques, et cette retranscription de la réalité, le couple derrière. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se fait dans le corps. Et du coup, le fait qu'il y ait une réponse aussi corporelle et liée à un mécanisme de plaisir, déjà permet pas forcément de faire des distinctions entre fiction et réalité. Bon, c'est juste pour la petite anecdote, c'est toujours intéressant de voir les modifications des titres de films. Genre l'arrière-train sifflera 3 fois. Ouais. Blanche-Fesse et les 7 mains, moi j'avais... On a toujours eu ça, ouais. Ça, c'était le Harry truc, Potter. Oui, voilà. Bon, peut-être pas toutes les faire. Voilà. On peut en trouver plein. Mais ça désacralise un petit peu ça. Mais voilà, la pornographie, ce qu'on disait, c'est pas il y a du bien, du mal, mais c'est sortir vraiment d'une pornographie voire un peu déviante et très violente et excessive.
Quand je parlais de pornographie éthique, moi ça me plaît bien ce terme. C'est pas forcément d'interdire la pornographie, mais c'est d'en faire quelque chose de... ce qui serait contre-productif en plus. Oui, De toute façon. complètement. Mais voilà, c'est d'en faire quelque chose de beaucoup plus sain. Une autre question pour monsieur, le micro arrive. Aujourd'hui, donc on explique qu'il n'y a pas vraiment d'identité de genre, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 7, la personne se sent comme elle est. Et dans ce cas-là, quelle est la limite? Parce qu'aujourd'hui, on voit aujourd'hui apparaître des genders fluides, des homosexuels, on a un petit peu tout. C'est vrai qu'on a un bouleversement un petit peu de la société, parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Mais on voit aussi qu'il y a des choses qui vont plus loin que ces pseudo-limites. On entend parler d'âge fluide, notamment, de choses qui sont assez spéciales. Dans ce cas-là, quelle est la limite? Parce que si c'est légitime de se dire on retire le sexe de la carte d'identité car une personne peut être née homme et se sentir femme, et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne retirait pas aussi le prénom, le nom de famille, le lieu de naissance? Parce qu'en fait, où est-ce qu'elle est la limite, j'ai envie de dire, dans tout ça? Ce que j'ai compris dans la question, c'est plus le côté peut-être dérive qu'il peut y avoir sur s'inspirer, en fait, on va dire, des différents courants d'identité. C'est un peu l'idée de tout remettre en question voilà. à un moment. Est-ce que ça, c'est mais pas... je pense qu'on est en train d'accéder à une visibilité. Enfin, voilà, c'est pas tellement un changement, mais c'est quelque chose qui est plus visible, en tout cas qui est plus accepté. Enfin, on y vient. Mais comme tous les évolutions, je pense qu'on passe par des stades où justement il faut aller un peu titiller les limites pour savoir un petit peu comment ça va se placer dans la société après. Autre question? Une autre là-bas? Très bien, je t'en prie. Comment on peut faire pour se faire confiance, avoir confiance en soi, avoir confiance en son corps et avoir confiance en son partenaire? Alors là, il y a plusieurs mécaniques. Oui, il y a plusieurs choses. choses. J'avoue, il y a plusieurs questions, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de se connaître. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment encore plus... voilà, on y accède encore plus maintenant. Et apprendre à se connaître, et apprendre à connaître son fonctionnement, apprendre à connaître son corps, ses propres zones de plaisir, c'est déjà important. Et ça me fait rebondir juste là-dessus très rapidement sur... justement, c'était très tabou aussi de parler de masturbation féminine. Oui, et quand je parle de connaître son corps, c'est pas que la masturbation, hein, c'est vraiment connaître son corps et avoir une vision bienveillante de son corps. Déjà, ça permet déjà d'être un peu plus en confiance avec lui. N'hésitez pas, je vois qu'une main se lève juste là-bas, Mélissa. Merci. Aujourd'hui, on découvre que des mots s'inventent comme circluer. Au lieu de parler de pénétration, on va remettre en fait l'idée que la femme va venir entourer le sexe de l'homme. Est-ce que vous aviez connaissance d'autres choses, d'autres concepts pour faire évoluer un peu ce tabou autour de la sexualité féminine? Et il y a plein de questions en fait dans ma... Oui. Mais... Non, mais en effet, c'est quelque chose qui... Il y a pas de... Alors, j'ai pas de concept particulièrement, mais c'est quelque chose vers lequel on tend. En effet, c'est... je sais plus le nom de une autrice qui est... Audrey Moreau, qui a écrit Mal baisé, qui est sorti il y a pas très longtemps, et qui justement déconstruit un petit peu les inégalités dans la sexualité, et notamment hétérosexuelle. Et l'idée, voilà, en effet, c'est d'amener de l'égalité et de la compréhension dans la sexualité. Et est-ce qu'il y a ce truc-là de la revanche, de vouloir prendre le dessus J'aime pas trop cette idée de revanche, parce que ça me fait penser à de la vengeance, et ça me fait penser à quelque chose qui est pas... qui est pas... C'est pas très positif. Ouais, c'est pas très positif. Il y a des gens qui construisent leur sexualité très ouvertement et très, justement, égalitairement. Je ne sais pas du tout si ce mot existe, je ne crois pas. On va dire que oui. Mais, et d'autres où c'est quelque chose de très ancré, et on repart toujours sur quelque chose d'hétéronormé, où la puissance masculine, la domination, la performance, on tend vraiment à déconstruire tout ça, mais ça prend encore du temps. Mais je pense qu'en effet, la femme a envie d'être beaucoup plus présente. Oui. Une ultime question peut-être. Ultime question juste devant. Mélissa va arriver avec le micro. Et ce sera malheureusement la dernière question. Car on va bientôt se quitter. On a déjà passé on a déjà passé 1h30 ensemble. C'est trop. Avec toi, je parle. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous aviez vraiment répondu ou c'est moi qui n'ai pas compris, mais je voulais revenir sur le rapport anal.
Parce que, enfin, moi, en tout cas, dans mon entourage, c'est vraiment le plus gros tabou, je pense, avec mes amis et tout. Et je sais pas comment... comment vous feriez pour ouvrir la discussion dessus? Voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas en faire quelque chose dont il ne faut pas parler. En résumé, finalement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aussi, limite, ce qui est le plus important, c'est... On a toutes ces infos aujourd'hui, on peut avoir accès à ces infos-là, mais souvent, de ce que je constate, en fait, c'est que finalement, on ne sait jamais comment en parler, en fait. Enfin, comment créer la situation propice pour en Mais parler. ce qui ressort toujours un petit peu de ça, de la communication autour de l'intimité, c'est souvent le jugement. Et c'est la peur d'être jugé sur un désir, sur une envie, sur quelque chose. Alors que justement, c'est de ça qu'il faut sortir, qu'il n'y ait pas de jugement en fait sur quoi que ce soit. Merci beaucoup, Marie Merci. Boissaville-Lapuelle, du coup, sexothérapeute. Merci encore et à très bientôt. Salut.